Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Désormais, pour bientôt, salaire des diplomates, des loyers et de frais de fonctionnement des ambassades de la République démocratique du Congo passent par la voie bancaire. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé lors de la conférence de presse co-animée avec son collègue de la communication et médias. Ils ne jurent que par le paiement de leur salaire. Ce sont les Congolais qui ont presté au 9e jeu de la francophonie. Ils sont à leur 10e manifestation devant les ministères des Finances. Cette fois-ci, ils exigent l'implication personnelle du chef de l'État. Dans ce journal, vous les écouterez. Vaincre la polio de façon définitive, tel est l'objectif de la journée mondiale de lutte contre la polio, célébrée chaque 24 octobre que poursuit sans relâche le Rotary, notamment à travers son programme Polio Plus. Dans ce journal, on parle avec détail de ces programmes mis en place par ces structures. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres sous peu. Bienvenue à toutes et à tous aux 20h sur Ecofin Télévision. Je l'ai annoncé au sommaire de votre journal. Plusieurs personnalités du pays, dont Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, le PCA de la Fédération des entreprises du Congo, sont interdits de sortir du pays et leurs avoirs sont gelés. C'est le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, qui l'a annoncé lundi 23 octobre. Ils sont mis en cause dans une affaire liée au détournement de 25 millions de dollars américains à la Gécamine. Suivez. 25 521 000 dollars américains détournés, dont 15 millions destinés à la Gécamine et 10 521 000 dollars américains au compte du Trésor public. C'est la quintessence du dossier lié à un présumé détournement qui accable l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et le président du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, mais aussi l'ancien directeur général de la Gécamine, Jacques Kamenga. Pour compléter la liste, Guy Okende et Freddy Munganza, directeur à la BCC, mais aussi Antoine Kialandombele, cadre de la Robank. Ces accusations font suite au résultat de l'audit mené en 2021 par l'Inspection générale des finances sur la gestion de la BCC de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. Pour éclaircir, c'est que la Cour des comptes considère comme faute de gestion particulièrement grave, il a été décidé de geler les comptes de ces présumés incriminés. Compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Il convient de rappeler que l'ancien gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo, est aussi cité dans le dossier Bukangalonzo où il est en comparution avec l'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle.
Toujours en rapport avec la décision de la Cour des comptes de geler les avoirs de personnalités du pays, dont ceux de Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour faute de gestion et ont occasionné un détournement de 25 millions de dollars américains. La population a interrogé ce mardi 24 octobre, a jugé salutaire la dite décision. En outre, elle a loué le travail abattu par l'IGF qui avait initié un contrôle au sein de la BCC et dont le résultat ont conduit à ces conclusions. On les écoute. Justice parce que nous appelons la justice à faire convenablement son travail, et ce, dans toute impartialité. Ces fonds présumés détournés devraient normalement renforcer le programme de la gratuité de l'enseignement, par exemple. Je me sens personnellement affecté quand j'apprends ces détournements de fonds colossaux. Cet argent, c'est mon argent, celui de mes enfants et de ma famille. Pourquoi doit-il devenir la propriété privée d'une quelconque oligarchie? Que la justice fasse son travail. C'est la justice. Cette somme est exorbitante. Occasion de saluer le travail abattu par l'IGF. À la justice, je ne demande que la rigueur. Elle doit traiter ces dossiers dans toute impartialité et rigueur. La décision de la Cour des comptes est salutaire. Je n'en vois pas d'inconvénient. Mais nous serons fort malheureux si l'on apprenait que les incriminés bénéficiaient un jour de la grâce présidentielle. Nous avons besoin d'effets tangibles, que les fonds volés reviennent à l'État. On va changer de chapitre. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères a annoncé pour bientôt la bancarisation intégrale à la fois des salaires des diplomates, des loyers et des frais de fonctionnement des ambassades de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula l'a dit lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Un reportage signé Juvette Mbelou et Joe Manana. Au cours de cette conférence de presse, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est revenu sur la décision prise entre son ministère et le ministère des Finances sur le paiement des salaires, des loyers et des frais de fonctionnement des ambassades en République démocratique du Congo. Nous avons réussi à convenir avec Citibank la bancarisation intégrale et la mensualisation à la fois des salaires, des loyers aussi et des frais de fonctionnement des ambassades, de manière que le paiement soit maintenant continu, que nous n'ayons plus à gérer, à générer des arriérés. Ça veut dire que la City a accepté de payer toujours à temps, et le gouvernement congolais, au fur et à mesure que la trésorerie est enrichie et fournie, va payer à la Citibank. Une conférence de presse sera organisée dans les tout prochains jours par le ministère des Affaires étrangères et celui des Finances afin d'expliquer plus largement cette question, a fait savoir Christophe Lutundula. Au cours de cette même conférence de presse, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est revenu sur la quotité du prix de passeport destiné au personnel de son ministère qui est fixé à près de 7 $ américains. On l'écoute. Vous savez qu'en finance publique, il y a le principe de l'unicité, si vous voulez, de la caisse. Tout doit être versé par le Trésor public et vous me donnez l'occasion d'expliquer aux Congolais qu'il n'y a pas de frais ou de recettes de passeports ou même des actes consulaires qui viennent aux affaires étrangères. Non, c'est versé au compte général du Trésor. Pour ce qui est des passeports, moi je suis transparent, parce qu'il y a une quotité du prix qui est alloué au personnel des affaires étrangères. Je crois que ça doit être à peu près 7 $, quelque chose comme ça, mais c'est géré par la délégation syndicale. Donc, j'ai demandé à la délégation syndicale de m'informer de la répartition, point à la ligne. Mon travail, c'est de signer les chèques tout simplement. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de rétrocession.
Restons toujours dans cette conférence de presse, quelques heures avant la célébration de la Journée mondiale des Nations Unies. Le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, a rappelé le fait qu'il travaille pour le retrait de la MONUSCO sur le sol congolais, mais de manière ordonnée et civilisée. On parle du retrait de la MONUSCO à partir du 31 décembre. Ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier, ils sont tous partis. Nous commençons un processus de retrait parce que le vice-premier ministre, si vous l'avez bien suivi tout à l'heure, parlait des troupes, des effectifs. Il y a un bon nombre des personnels qu'il faut mouvoir dans ces temps. Nous en étions à 18 jalons, on est resté sur 4 jalons prioritaires parce que c'est ces 4 jalons prioritaires qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif que nous voulons communément. Parce qu'aujourd'hui, la présence de la MONUSCO et des casques bleus devient un sujet de sécurité pour nous, là où ça devait être perçu comme une solution. Ça, c'est un élément important qu'il faut intégrer. Et nous n'avons jamais dit que la MONUSCO n'avait jamais fait des choses positives en République démocratique du Congo. Si vous lisez d'ailleurs une lettre du vice-premier ministre qui a été fouillée à un moment, où il écrivait justement au président du Conseil de sécurité, il revenait sur les différents chapitres de l'histoire avec les Nations Unies et sur les différents progrès réalisés. Aujourd'hui, c'est sur 3 provinces principalement qu'il y a des soucis, mais au-delà des problèmes militaires, sécuritaires qui n'ont pas donné des solutions, il y a eu des programmes qui ont pu fonctionner notamment avec des civils au sujet de la MONUSCO. Et donc, il faut considérer que, comme le président de la République l'avait exprimé, nous travaillons pour un retrait ordonné et civilisé. Sachez également que chaque 24 octobre, le monde entier célèbre la journée internationale des Nations Unies, occasion pour s'interroger sur l'efficacité de la mission onusienne en République démocratique du Congo, MONUSCO, du début de son retrait accéléré imminent et de ce que deviendront les Congolais qui travaillent après le départ du pays de cette mission. À propos, l'analyste politique Aimé Mundeke estime que le départ de la MONUSCO reste un impératif. Claude Kungu et Pichundita étaient à sa rencontre. Installée en République démocratique du Congo depuis 24 ans, la MONUSCO se prépare à se retirer du sol congolais. Pour une certaine opinion, sa mission a été un échec. Elle n'a pas réussi à stabiliser les pans importants du territoire congolais et même de sécuriser la population civile, alors que la République débourse plusieurs millions de dollars américains pour cette organisation. La mission principale de MONUSCO était de maintenir la paix et la protection des populations civiles à l'est du Congo. Mais comme vous pouvez le constater, la guerre à l'est continue. Les morts, on continue toujours à en avoir jusqu'à maintenant là où nous parlons. Donc, il est évidemment clair que cette mission de MONUSCO à la République démocratique du Congo n'a pas atteint son objectif. La déclaration d'Antonio Guterres, c'est un aveu d'échec qui justifie la décision du gouvernement de demander aux gens de MONUSCO de libérer les pays, parce que c'est un échec. Comment lui, la MONUSCO, les Nations Unies, qui est l'organisme le plus puissant au monde, puisse faire un aveu d'échec pour prétendre que les armes que détiennent les M23 est plus puissant que les leurs. Putain, ça, je crois que les gouvernements pour lesquels nous adhérons à l'ère politique qui ont demandé à MONUSCO de libérer les pays à la fin du prolongement qui est prévu pour le 23 décembre 2023. Qu'est-ce que vaut $700 d'un chauffeur par rapport à la vie de nos frères et sœurs qui meurent tous les jours à l'Est là-bas suite à l'incapacité de la MONUSCO de leur venir en protection? Il faut rappeler que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, ex-MONUC, fut créée par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en 1999. Son budget annuel est évalué à plus ou moins 1,5 milliard de dollars américains, avec en principale mission de maintenir la paix dans le pays. Près de 30 ans après, la paix dans certains territoires congolais de l'Est reste une vue de l'esprit. On va à présent parler autre chose, dans le but de vulgariser la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Le directeur général adjoint de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, Georgine Madiko, est en mission
dans la province du Kwilu en vue de préparer le terrain à l'implantation du bureau de l'ARSP dans cette province et sensibiliser aussi la population sur l'importance de l'ARSP dans la vie économique du pays. C'est dans une ambiance bon enfant que la population de la ville de Kikwit, dans la province de Kwilu, a reçu la nouvelle de l'implantation du bureau de l'ARSP dans le cadre de vulgariser la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé dans cette partie du pays. L'activité de la sous-traitance qui a été pendant des décennies contrôlée par les investisseurs étrangers avec comme conséquence l'éruption quasi totale des entreprises à capitaux congolais, très peu d'emplois créés, pas de transfert des compétences vers les opérateurs économiques congolais, ainsi que l'absence d'une classe moyenne. Il était donc impérieux de créer cet établissement public pour combler ces vides. En soutenant et en encourageant les activités de sous-traitance des petites et moyennes entreprises locales, la République démocratique du Congo veut embrasser une croissance économique durable et améliorer la qualité de vie de ses citoyens en matérialisant ainsi la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la création d'une vraie classe moyenne congolaise, l'émergence des millionnaires congolais. Les activités de sous-traitance offrent une solution viable pour relever ces défis dans tous les domaines en faisant participer les entrepreneurs congolais seuls ou avec leurs partenaires étrangers à la chaîne des valeurs des entreprises principales. À en croire la DGA de l'ARSP, il était nécessaire de préparer les entrepreneurs, les jeunes et toute la population de cette province à créer des petites et moyennes entreprises viables pour participer à la chaîne des valeurs en accédant au marché de la sous-traitance afin de créer des emplois et de réduire le chômage. Je l'ai évoqué notamment au sommaire de votre journal, les personnels du Comité national de 9e jeu de la francophonie ont tenu le lundi 23 octobre devant le ministère des Finances en sit-in. C'est en fait la 10e manifestation pour exiger les paiements de leurs salaires. Ils demandent ainsi l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi. Jonathan Bakele. Pandrol, t-shirt de la francophonie, ces derniers exigent au gouvernement congolais de s'acquitter de ses obligations. Ils estiment avoir travaillé pour la réussite de cet événement, mais ne sont pas entrés en possession de leur dû. 10e jour de nos revendications, nous ne voulons rien d'autre que notre argent. Monsieur le ministre des Finances, faites de votre possible, faites de votre mieux pour que nous puissions avoir notre argent. Nous voulons être rétablis dans nos droits. Nous avons travaillé et nous méritons nos salaires. Nous ne sommes pas venus négocier. Nous sommes venus pour avoir notre droit, notre dû. C'est pour ça que nous sommes en train de faire. Puisqu'apparemment ici on comprend que le langage de la violence, on ne comprend pas le langage de la diplomatie. Raison pour laquelle nous n'allons pas baisser les bras, nous continuons jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes venus pour revendiquer nos droits. Nous étions exclusivement venus pour que nous trouvions gain de cause à nos revendications. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas obtenu et nous ne comptons pas à nous déplacer. Encore ces manifestants, le service de Nicolas Kazadi affirme avoir remis tout le fonds au directeur de jeu de la francophonie Isidore Kwanja, alors que ce dernier ne reconnaissait pas avoir perçu de fonds pour ses agents. Entre-temps, ces derniers promettent de maintenir la pression. La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus appelé les poliovirus qui envahit le système nerveux avec possibilité d'entraîner des paralysies irréversibles. Depuis plusieurs années, cette maladie peut être prévenue grâce à des vaccins efficaces, d'où un programme mondial visant à éradiquer la maladie par la vaccination sous le contrôle de l'OMS en cette journée du 24 octobre. Dédié à la lutte contre cette maladie. Que faut-il retenir? Fulgence Milay en parle. Également appelée paralysie spinale infantile ou plus familièrement polio. Son infection, transmise par voie digestive, est le plus souvent asymptomatique ou s'exprime par des symptômes les plus souvent bénins ou non spécifiques. Il peut entraîner une paralysie touchant les plus souvent les membres inférieurs et pouvoir atteindre l'appareil respiratoire. Dans les premiers cas, les pronostics est fonctionnel avec risque de séquelles paralytiques. Dans le deuxième cas, les pronostics peut être vital avec risque d'arrêt respiratoire. Il est à ce jour difficile cependant de dater les grandes épidémies.
L'obligation officielle de notifier les cas de poliomyélite dans chaque pays n'a été prise qu'au début du XXe siècle, d'abord en Suède et en Norvège en 1905, puis aux États-Unis en 1909, en Grande-Bretagne en 1911 et en France par les décrets du 28 septembre 1916. Quant à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, ceci est un partenariat public-privé dirigé par les gouvernements nationaux avec 6 grands partenaires à savoir l'Organisation mondiale de la santé, les Rotary International, le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Alliance Gavi. En chiffres, les coûts total de la stratégie s'élèvent à 5,1 milliards de dollars américains. À ce jour, le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan sont les pays encore les plus touchés par cette maladie. Voilà, place à présent aux quelques tabloïds de Paris à Kinshasa avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous dans cette revue de presse sur Ecofin aux télévisions. Commençons avec les quotidiens groupe L'Avenir, qui dans sa page numéro 9 écrit « Dossier Gécamine, Dieu Gracias Mutombo, Albert Yuma et autres, interdits de quitter les pays ». L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieu Gracias Mutombo Mwananimbo, Albert Yuma, président sortant de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Jacques Kamenga, audio directeur de la Banque centrale du Congo et un cadre de la Rabobank, sont interdits de quitter le territoire national. Cette décision a été prise le lundi 23 octobre par la Cour des comptes et leur donne en même temps le gel de leurs avoirs au niveau des banques commerciales. Faudrait-il les noter que depuis quelques jours, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deokrasas Mutombo, est accablé par 2 dossiers de 15 millions de dollars américains et près de 9,8 millions de dollars américains de la Générale de Carrière et de Mines au Gécamine disparu à la Banque centrale du Congo. Le 19 juillet 2018, rappelle notre source, la Gécamine à travers son directeur général intérimaire, Jacques Kamenga, ordonne à la Rabobank de virer à la Banque centrale du Congo pour les comptes du Trésor public 15 millions de dollars américains au titre des contributions exceptionnelles au budget au 2019. Mais au lieu que cet argent atterrisse dans les comptes transitoires de la BCC, logé et connu à la Rabobank, il a été plutôt logé au compte suspense. Ce compte a été vidé quelques jours après sur l'ordre du gouverneur Mutombo pour une destination inconnue. Cette revue se termine avec la prospérité qui dans sa deuxième page écrit « Rentrée judiciaire sous le nouveau signaux très fort. La Cour constitutionnelle, les causes d'irrécevabilité dans les contentieux électoraux. » La trame ou ligne générale de notre étude a été de souligner qu'en matière électorale, l'aboutissement de toute action en contestation ou en restauration du droit reste largement tributaire de l'observance stricte de la procédure, a déclaré Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. En présence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et en même temps magistrat suprême. Au-delà de la mercuriale du procureur près de la Cour constitutionnelle, lui a particulièrement présenté un tableau holistique des préoccupations auxquelles la magistrature congolaise est confrontée. Le journal souligne « Je ne peux clore mon propos de ces jours sans rappeler qu'il a porté sur les causes d'irrécevabilité des requêtes en matière de contentieux électorales, spécialement ceux des candidatures et des résultats des élections présidentielles et du législatif national. Dans le chapitre premier, je esquissais la définition des notions essentielles liées à notre sujet avant de déterminer les juridictions compétentes en matière de contentieux électoraux. Le second chapitre m'a permis d'examiner les causes d'irrécevabilité des requêtes en matière de contentieux des candidatures et en matière des contentieux de résultats relatifs aux élections présidentielles et législatives nationales que j'ai appuyé de quelques cas de jurisprudence et j'ai posé la problématique de la tierce opposition en matière électorale en proposant que nonobstant l'état de la jurisprudence actuelle sur la question, la Cour constitutionnelle ferait œuvre utile à l'admettant exceptionnellement lors de droits civils et politiques fondamentaux d'un tiers non appelé à une cause non violée. Le journal conclut en disant « Certes, l'État il a été épinglé certaines pratiques et ont été à l'instar de la corruption, devenue endémique de la concussion, ainsi que d'autres actes rétrogrades à extirper ont été amplement évoqués tout au long de son allocution. » Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
Voilà, vous nous avez pris en cours. Voici ce qu'a constitué la vitrine de votre journal. Vous avez suivi dans ce journal la décision prise par le gouvernement congolais, salaire des diplomates, des loyers et de frais de fonctionnement des ambassades de la République démocratique du Congo désormais passe par la voie bancaire. C'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a annoncé lors de la conférence de presse co-animée avec son collègue de la communication et médias. Ils ne jurent que par le paiement de leur salaire. Ce sont les Congolais qui ont presté au 9e jeu de la francophonie. Ils sont à leur 10e manifestation devant le ministère des Finances. Cette fois-ci, ils exigent l'implication personnelle du chef de l'État afin que leur situation soit décomptée. Vous les avez écoutés sans doute dans le corps de ce journal. Vaincre la polio de façon définitive, tel est l'objectif de la journée mondiale de lutte contre la polio célébrée chaque 24 octobre que poursuit sans relâche le Rotary, notamment à travers son programme Polio Plus. Dans ce journal, vous avez suivi avec détail ces programmes mis en place par ces structures. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.